Bonjour tout le monde, je vais présenter Inch'Allah dans cette vidéo un petit résumé en histologie concernant le tissu osseux. C'est ma première vidéo dans cette chaîne, j'espère Inch'Allah que ça vous aidera à mieux comprendre le cours. Donc on va commencer, bismillah. Premièrement, on va commencer avec les cellules osseuses. On observe 4 types de cellules. Premièrement, l'ostéoblaste avec un diamètre de 15 jusqu'à 20 micromètres. Comme vous voyez, il possède une forme cubique ou bien ovoïde allongé. Il dérive des cellules mésenchymateuses avec un noyau qui est ovalaire. Son cytoplasme il est basophile et il est riche en organite. Il intervient dans la sécrétion de la matrice osseuse organique et sa minéralisation. Aussi un rôle ostéolytique par les collagénases. Le deuxième type de cellule, c'est l'ostéocyte. L'ostéocyte avec une longueur de 15 jusqu'à 30 micromètres et une largeur de 10 jusqu'à 15 micromètres. L'ostéocyte correspond à l'état de différenciation terminale de l'ostéoblaste avec une forme qui est plus fusiforme que l'ostéoblaste. Il émet des prolongements qui sont maintenus dans des canalicules avec un noyau qui est ovoïde maintenu dans une lacune dite ostéoplaste et un cytoplasme qui est acidophile dû à un arrogé qui est moins développé. Donc on doit savoir que les ostéocytes ne se divisent pas. Le troisième type de cellule, c'est l'ostéoclaste. L'ostéoclaste, c'est une cellule géante avec un diamètre de 20 jusqu'à 100 micromètres. Elle dérive des monocytes. C'est une cellule plurinucléée constituée de 30 jusqu'à 50 noyaux avec un cytoplasme qui est légèrement basophile. Sa membrane plasmique, elle émet des bordures en brosse au pôle en contact avec la matrice osseuse et elle dégrade la matrice osseuse minéralisée, ce qui explique leur abondance dans les voies de résorption. Quatrièmement, les cellules bordantes, ce sont des cellules souches malgré qu'ils n'ont ils n'ont pas d'activité de synthèse, mais elles se redifférencient en ostéoblaste actif. Donc elle est organisée et disposée en monocouche. Elle ne contient pas beaucoup d'organites et ces cellules sont aplaties et allongées. Elle a des relations avec les ostéocytes voisins, comme vous voyez. Deuxièmement, on va parler des différents types de tissus osseux. A, le tissu osseux non lamillaire, et on a B, le tissu osseux secondaire ou bien lamillaire. Le tissu osseux non lamillaire, appelé fibre réticulaire ou bien primaire, c'est le premier tissu qui sera remplacé par le tissu osseux lamillaire. Il contient des fibres de collagène qui sont orientées irrégulièrement. On le retrouve généralement chez le fœtus et il est riche en protéoglycanes et en ostéocytes. Deuxième type, c'est le tissu osseux secondaire ou bien lamillaire. Sa matrice osseuse, elle est disposée en lamelles superposées et on a des fibres de collagène sont orientées parallèlement. Entre les lamelles, on trouve les ostéocytes. On doit savoir que chaque pièce osseuse, elle comporte deux sortes de tissus osseux. On a l'os compact ou bien l'os aversien et on a l'os spongieux ou bien l'os trabéculaire. Premièrement, le tissu osseux aversien ou bien compact. Comme vous voyez, il est constitué des ostéons. Ce sont des structures ovoïdes et sphériques, appelées aussi le système de Havertz d'un diamètre de 200 jusqu'à 300 micromètres. Chaque ostéon est constitué de 4 jusqu'à 20 lamelles osseuses. Chaque lamelle, elle délimite un canal de Havertz de 20 jusqu'à 100 micromètres. Et dans chaque lamelle, on trouve des fibres de collagène dont leur orientation, elle se diffère d'une lamelle à autre, ce qui donne au tissu ses propriétés de rigidité et de solidité. Et il contient aussi des canaux de Volkmann qui sont des zones de contact entre les canaux de Havertz et la cavité médulaire ou la surface interne et externe de l'os. Deuxième type, c'est le tissu osseux spongieux trabéculaire ou bien aréolaire. Ces cavités sont remplies par la moelle osseuse rouge hématopoïétique. Sa matrice osseuse, elle représente 20% de la totalité du volume et ces lamelles sont organisées autour des cavités osseuses rouges.
Parlons maintenant de l'architecture des os. On a deux types, les os longs et on a les os courts et plats. Les os longs sont constitués de trois parties. On a la diaphyse, on a les épiphyses, deux épiphyses et on a la métaphyse qui est située entre la diaphyse et l'épiphyse. Donc on remarque que le tissu osseux compact se trouve dans la diaphyse et le tissu osseux spongieux se trouve dans les épiphyses. Arrivons maintenant aux os courts et plats. Les os courts tels que celles de la tarse et les os plats tels que l'omoplate. On trouve que l'os spongieux se trouve dans la partie centrale et l'os compact se trouve dans la périphérie. Quatrièmement, les tissus de recouvrement des structures osseuses. On a deux tissus mésenchymateux vascularisés qui recouvrent les surfaces osseuses. En interne, on trouve l'endoste et en externe, on trouve le périoste. Ces deux tissus jouent un rôle important dans le processus de croissance par apposition et dans l'homéostasie osseuse. Donc, on va commencer par le périoste. Le périoste, c'est une gaine conjonctive dense qui revêt la surface du pièce osseuse, sauf au niveau des surfaces articulaires. Il comporte deux couches, une couche fibreuse externe et une couche ostéogène interne. La couche fibreuse externe contient des fibres larges de collagène qui sont parallèles à la surface de l'os et on a quelques fibres élastiques. Cette couche, elle est richement vascularisée. Deuxièmement, la couche ostéogène interne qui possède des cellules qui ont une fonction ostéogène. À la superficie, on trouve des fibroblastes superficiels, on trouve des pré-ostéoblastes moyennes et on trouve ici à la profondeur des ostéoblastes profondes disposés en une couche monocellulaire appelée la couche ostéogène d'Ollier qui réapparaît lors de la réparation d'une fracture. Donc elle constitue un indice lors d'une réparation d'une fracture dans cette zone. Donc on trouve aussi des fibres de collagène qui pénètrent dans cette couche en assurant une cohésion mécanique au tissu. L'endoste, c'est un tissu qui est moins structuré que le périoste. C'est un tissu conjonctif mince et on a dit que le périoste c'est un tissu conjonctif dense. Il est riche en cellules ostéoprogénitrices et en ostéoblastes. Il recouvre la paroi de la cavité médulaire des œufs longs et les trabécules des os spongieux. Il possède un pouvoir ostéogène comme le périoste au cours de la croissance ou la réparation des fractures. On va parler maintenant d'un phénomène très important, c'est la résorption du tissu osseux, la résorption ostéoclasique ou bien l'ostéoclasie, qui se fait par les ostéoclastes. Donc premièrement, dans la partie centrale de la face basale existe une bordure en brosse. Donc une bordure en brosse en face de laquelle se creuse une lacune, dite la lacune de Hauschip, dans la matrice osseuse minéralisée. Donc l'ostéoclaste va excréter des protons par des pompes situées dans la bordure en brosse. Ces protons vont solubiliser la substance minérale de l'os. Elle va sécréter aussi des enzymes lysosomales qui vont dépolymériser les constituants organiques et elle libère aussi des collagénases qui attaquent les fibres de collagène. Une petite remarque, certaines ostéocytes déminéralisent et lisent le tissu osseux, mais avec des mécanismes qui sont mal connus. On parle maintenant de l'ossification ou bien l'ostéogenèse. Une petite définition. L'ossification, c'est un processus qui permet la construction des os, leur croissance en longueur et en épaisseur, plus le remaniement osseux. On a deux types, on a l'ossification primaire et l'ossification secondaire. On va aborder l'ossification primaire qui forme toujours un tissu osseux non lamillaire. On va parler de l'ossification, on a deux types, l'ossification endoconjonctive et l'ossification endochondrale. On va aborder ici l'ossification endoconjonctive ou bien membranaire. Le lieu d'ossification, bien sûr au niveau de la vie fœtale ou bien chez le nouveau-né. Donc on la trouve dans les os plats comme celle de la voûte de crâne et les petits os de la face. Donc premièrement, à partir du tissu conjonctif, les fibroblastes ou bien les cellules mésenchymateuses vont libérer une matrice osseuse dite pré-osseuse, dite l'ostéoïde. Deuxièmement, les ostéocytes vont entourer la matrice osseuse au sein des travées osseuses en formant un os primaire non lamillaire.
Comme on a parlé souvent, donc on aura l'intervention des ostéoclastes qui vont former des cavités. Ces cavités seront envahies par des vaisseaux sanguins ou bien des bourgeons conjonctivo-vasculaires et des cellules indifférenciées qui seront à l'origine de nouveaux ostéoblastes. Deuxièmement, on va parler de l'ossification endochondrale. Cette ossification, elle se fait à partir du cartilage hyalin. Elle commence à partir d'un centre d'ossification diaphysaire, puis se poursuit dans des deux centres d'ossification épiphysaire. Elle s'observe lors de la formation des œnons et assure leur croissance en longueur jusqu'à l'atteinte de l'âge adulte, ou bien la puberté. L'ossification endochondrale, elle se fait donc sur deux manières. On a l'ossification épiphysaire, puis l'ossification diaphysaire et épiphysaire. On va expliquer l'ossification diaphysaire qui se fait sur trois étapes. Premièrement, les chondrocytes qui se situent ici dans le centre de la diaphyse, ils vont s'hypertrophier, c'est-à-dire augmenter de volume et se charger de glycogène par exemple. Deuxièmement, cette matrice osseuse donc, qui entoure les chondrocytes hypertrophiques, elle va se calcifier et on aura la mort des chondrocytes, donc en produisant l'ébauche initiale de la cavité médulaire de l'os. On aura aussi une différenciation des cellules mésenchymateuses donc situées ici qui sont périphériques en ostéoblastes en sécrétant une mince couche de quoi? De périoste. Donc comme on a dit, le cartilage ici il est calcifié, donc il sera envahi par des bourgeons conjonctivo-vasculaires. B. L'ossification épiphysaire, elle s'effectue après la naissance, donc sur trois étapes aussi. La première étape, donc les cellules cartilagineuses épiphysaires s'hypertrophient, augmentent du volume et se chargent du glucogène, etc. Deuxièmement, les épiphyses sont envahies par des bourgeons conjonctivo-vasculaires. Et troisièmement, les épiphyses s'ossifient dans toutes les directions. On doit savoir que le cartilage de conjugaison qui se situe ici, donc il sera remplacé par le tissu osseux complètement, sauf au niveau des surfaces articulaires. L'ossification endochondrale et la croissance en longueur. En règle générale, il existe un point d'ossification primitif diaphysaire et deux points d'ossification épiphysaire. En fin de croissance, on a dit que le cartilage de conjugaison disparaît par une soudure entre la diaphyse et les épiphyses. Donc on va expliquer. Premièrement, les chondrocytes se divisent en formant des groupements isogéniques axiaux en donnant un cartilage strié. Ce cartilage, donc les chondrocytes de ce cartilage, elles s'hypertrophient et se chargent du glycogène. Donc puis elles se dégénèrent et meurent. Donc la matrice, elle se calcifie. Les ostéoclastes viennent et détruisent le cartilage calcifié en formant des cloisons. Les capillaires sanguins donc, vont pénétrer dans ces chondroplastes vides et amènent avec eux des cellules mésenchymateuses indifférenciées qui donneront plus tard les ostéoblastes. Donc les ostéoblastes se disposent à la surface de la matrice cartilagineuse calcifiée et élaborent une couche de tissu osseux. L'ossification secondaire. Donc cette ossification s'effectue à partir d'un tissu osseux préexistant primaire et le remplacer par un nouveau tissu osseux plus rigide. Donc les tissus osseux demeurent dans un remodelage entre la destruction ostéoclasique qui se fait par les ostéoclastes et la reconstruction du tissu osseux qui se fait par les ostéoblastes. Donc ces deux phénomènes se manifestent tout au cours de la vie. Pour les effets hormonaux, l'hormone de croissance est indispensable à la croissance normale en stimulant la prolifération et la différenciation en ostéoblastes. Le manque d'hormones de croissance donc, a pour résultat c'est le nanisme. Le contraire, donc une production excessive va entraîner le gigantisme. L'hormone parathyroïdienne, le PTH, la PTH règle la résorption de l'os et contrôle la libération du calcium dans le sang. Contrairement à ça, l'hormone calcitonine inhibe l'activité de la résorption. Je vous dis donc merci pour votre attention et bon courage à tout le monde, Inch'Allah.